Bonjour à tous. Depuis quelques jours, un mot est au centre de toutes les analyses. Vous l'aurez compris, il s'agit de l'Iran. Car si la dimension militaire est centrale, une autre onde de choc inquiète les capitales du monde. C'est celle de l'espace économique. Car en quelques jours, à peine, le pétrole a bondi, le gaz s'est envolé et les investisseurs ont commencé à regarder une carte très précise du monde, celle des routes de l'énergie. Car un point concentre toutes les tensions. Le détroit d'Ormuz, ce passage stratégique par lequel transite près de 20% du pétrole mondial. Et s'il venait à être bloqué durablement, c'est toute l'économie mondiale qui pourrait cracher. Et déjà, les premiers signaux sont là. Par ailleurs, il s'agit aussi d'un très grand cataclysme, le géant Qatar Energy, qui a déclaré force majeure sur ses exportations de gaz naturel liquéfié, ce qui suspend de facto une partie de ses livraisons pour une bonne période de temps. Or, le Qatar représente près de 20% du marché mondial de ce même LNG. Les marchés financiers, pour l'instant, aussi entre nervosité et prudence face à ce spectre d'une nouvelle crise énergétique mondiale. Pour l'instant, les économistes restent aussi prudents. Si le conflit reste court, du moins, l'impact pourrait être contenu. Mais si ce conflit venait à s'installer dans la durée, la mécanique est connue, énergie plus chère, inflation plus forte et donc croissance plus faible. Et au milieu de cette tempête géopolitique, chaque pays observe ses propres vulnérabilités. En Europe, on redoute déjà un nouveau choc énergétique. En Asie, on surveille les approvisionnements en gaz. Et au Maroc, le gouvernement se veut rassurant, il assure que l'économie nationale dispose des amortisseurs nécessaires pour absorber ce type de turbulence. Mais la grande inconnue reste la même partout. Combien de temps cette guerre va-t-elle durer ? Difficile de répondre à cette question dans cette émission, mais nous allons quand même faire quelques prospectives sur les jours, les semaines, les mois à venir dans la sphère économique et financière en compagnie de nos experts présents. D'abord avec nous sur le plateau, le consultant et analyste socio-économique, professeur Abdelatif Komat. Bonjour et bienvenue à vous sur le plateau Questions d'Actu. Avec moi aussi sur le plateau, mon confrère, il est spécialiste des affaires économiques et financières. Un plaisir de l'accueillir sur ce plateau aussi. Adil Halimi, bonjour et bienvenue. Bonjour Khadija, merci pour l'invitation. Merci à vous de l'accepter, de répondre à nos questions. Il est aussi consultant, fondateur d'HBA Consulting, mais dans une autre vie, il dirigeait une compagnie internationale d'assurance. Il s'agit beaucoup d'assurance dans les sujets que nous allons traiter aujourd'hui. Hicham Ben Saïd Alaoui, bonjour. Bonjour, merci pour l'invitation. Les temps sont durs. Ah oui. Et nous ne pouvons bien sûr parler d'énergie sans un expert des marchés énergétiques, expert international des marchés énergétiques. Il est directeur général de South Petroleum Company, Larbi Wasrin. Bonjour, merci de vous joindre à nous depuis Mohamedia. Bonjour. Bonjour Khadija et merci pour l'invitation. Merci à vous d'être avec nous. Alors nous allons commencer directement par le nœud du problème aujourd'hui. Tous les yeux sont rivés donc sur cette région du Moyen-Orient, sur l'Iran avec tout ce qui se passe. 6e jour de la guerre qui oppose d'un côté Israël et les États-Unis et de l'autre l'Iran avec pour dommage collatéral, les principaux producteurs de matières premières, nommément fossiles, à savoir le gaz et le pétrole. Alors, le goulot d'étranglement, c'est le détroit d'Ormuz. Jusqu'où le marché peut absorber une perturbation durable de ce passage stratégique, la Larbi Wasrin. Tout d'abord, Khadija, je pense qu'il faut rappeler l'importance de la région du Golfe pour le marché énergétique mondial. Comme vous l'avez dit, il contribue aujourd'hui aux alentours de 20%, que ce soit sur la partie pétrole et également pour la partie GNL, gaz naturel liquéfié, principalement avec un acteur principal, en l'occurrence le Qatar. Donc, ces deux aspects ou ces deux produits qu'on présente, nous avons un marché mondial globalement aux alentours de 103 millions de barils jour qui se vend à travers la planète. On voit très bien le poids des 20 millions de barils jour qui sortent de cette région. Donc, c'est très important. Aujourd'hui, les principales destinations de la production du Golfe, c'est les marchés asiatiques, notamment la Chine et l'Inde. Et aux alentours de 70%, le reste, c'est le reste du monde. Donc, on voit très bien que les marchés qui vont être impactés le plus, c'est le marché asiatique et en particulier la Chine. C'est pour cela la Chine, on regarde de près ce qui se passe aujourd'hui,
parce qu'il va être le premier à être impacté. Oui, mais ils ont des réserves. Hein. On parle d'1 milliard de barils. Je ne sais pas ce que ça représente en termes de consommation du marché chinois, mais force est de constater que selon les experts et selon les analystes, la Chine, pour l'instant, n'a pas à s'inquiéter du blocage du détroit d'Ormuz. Non, pas plus qu'aujourd'hui. Il a arrêté les exportations des produits pétroliers. Il dit des produits pétroliers. Ça vous montre qu'effectivement, aujourd'hui, c'est vrai, il n'y a pas de problème, mais ils anticipent quand même sur une possibilité de la continuité et la sévérité de la situation actuelle. Donc, la Chine aujourd'hui, il vient de perdre une autre alternative qui était disponible, en l'occurrence le Venezuela, avec le blocus américain. Donc, ça remontre un peu les autres enjeux autres que celui de l'Iran qui sont en jeu aujourd'hui. À mon avis, il y a toujours un bras de fer entre les États-Unis et la Chine. Et malheureusement, le volet énergétique en est un. Il y a un levier très important sur cette guerre à distance entre les deux puissances. Donc, nous avons ces deux produits ou ces deux régions qui sont effectivement très importantes. Combien ça va durer, combien peuvent supporter, les analystes disent que le marché mondial aujourd'hui, il est abondamment alimenté en énergie, notamment en pétrole. Donc, il n'y a pas de risque majeur. C'est pour cela qu'on n'a pas vu une grande envolée de prix. Vendredi dernier, les cours étaient à $73. Aujourd'hui, ils sont aux alentours de 84-85. Donc, ça nous donne une progression de 14%. Donc, ça reste quand même relativement assez modéré pour le moment. Pour le pétrole. Oui, pour le pétrole. Le gaz, il a pris aux alentours sur 3-4 jours, sur les marchés européens, notamment, ça prend aux alentours et une conséquence de 40 et 60%. Ça a presque doublé le prix. Encore aujourd'hui, ça a augmenté parce qu'il y a un risque, effectivement, de l'apport du Qatar sur le marché mondial de gaz naturel. Et heureusement d'ailleurs, parce qu'on arrive à la fin de l'hiver. Et donc, le pic de consommation en Europe, il est déjà derrière nous. Donc, a priori, les marchés européens sont une grande débouchée pour le GNL qatari, ils sont aussi assez alimentés. Les spécialistes en fait prédisent que le marché est alimenté jusqu'à 20 jours. Donc, au-delà, si la crise persiste au-delà de 20 jours, les puissants ou les grands pays, effectivement, seront obligés de puiser dans leur stock stratégique. Et quand on arrive au moment de puiser dans le stock stratégique, ça veut dire qu'on entre dans une phase assez critique. Parce qu'on n'aura plus de cette possibilité, effectivement, de tenir très longtemps sur la partie consommation. Et ça va affecter directement le consommateur avec un rationnement de consommation, avec des limites de consommation, et avec des restrictions même sur l'utilisation. Et d'autres, sur le prix également. L'énergie, il est inutile de rappeler l'importance de l'énergie sur tous les aspects de la vie quotidienne aujourd'hui. Donc, comme vous avez le Fonds monétaire international a dit que $10 de plus sur le pétrole, ça équivaut à une croissance au moins de 0,2%. Oui. Il y a une augmentation de l'inflation de 0,4%. Donc, deux facteurs assez importants pour comprendre les enjeux aujourd'hui qui sont en jeu sur les aspects énergétiques. Très bien. Qui va affecter d'autres aspects, que ce soit l'économie, que ce soit sur les places financières également. Effectivement. En parlant de places financières et de risques, on le voyait à l'instant dans ces images de pétroliers en mer, les premiers à avoir réagi, avant même les marchés financiers, ce sont les assureurs, Hicham Ben Saïd Alaoui, qui sont montés au créneau, qui ont augmenté leur bouclier pour assurer en tout cas ces navires qui traversent le détroit d'Ormuz. Mais réaction des Américains, c'est d'assurer les navires dans le Golfe, d'assurer financièrement, d'assurer aussi militairement. Que révèle cette décision, selon vous, sur le niveau de risque pour le commerce maritime et aussi sur ce fonctionnement des assureurs sur le marché pétrolier et l'impact aussi sur les prix?
En fait, moi, ça révèle pour moi beaucoup de choses qui sont du ressort du macro avant de passer au micro. Du ressort du macro, ce qui est intéressant, c'est parce que vous avez évoqué la réaction des assureurs. Moi, je serais intéressé d'évoquer également la réaction des assureurs aux premières heures de l'émergence de la guerre. Exact. C'est-à-dire la réaction était quasi inexistante. Et tout ça, pour moi, révèle l'effondrement d'un certain mythe idéologique, parce que dans l'imaginaire collectif, les Iraniens avaient une arme nucléaire et avaient, d'après leur logique intrinsèque, une certaine sympathie d'une partie du globe. Et là, il s'avère que sur les deux aspects, comme dirait un ancien président de la République française qui nous a quittés, ça a fait pchit. C'est-à-dire en termes de sympathie et d'empathie, il y a eu très peu de réactions. Les marchés financiers n'ont pas réagi, c'était un peu du business as usual. Et quand on est rentré dans une stratégie qu'on pourrait appeler très trivialement de chantage, c'est-à-dire bloquer un détroit qui pèse à peu près 20 à 24% du trafic énergétique mondial, qui pèse 11% du commerce international, là, effectivement, il a commencé à y avoir un regain d'intérêt très intéressé de la part des donneurs d'ordre. Et c'est là que, en fait, pour répondre à la question, je me poserai une question préalable. Les États-Unis, qui sont si prompts à tout anticiper, on les a vus militairement, c'était, qu'on soit d'accord ou pas avec leur approche, avec leur idéologie, c'était un cas d'école militaire. Je suis quand même très très surpris et je suis sûr qu'il y a quelque chose derrière, parce que ça ne peut pas être aussi basique. Qu'est-ce qui vous fait dire cela ? Je suis surpris parce qu'en fait, on a l'impression qu'ils naviguent à vue, qu'ils n'ont pas forcément tout anticipé, ils n'ont pas peut-être vu venir le coup du détroit d'Ormuz. Et pour vous, cela cache quelque chose. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qu'on ne sait pas, qui risque de se manifester et qu'on va peut-être mieux comprendre comment opèrent les Américains dans cette guerre contre l'Iran. Alors pour moi, il y a un triptyque. Cette guerre commune avec Israël, bien sûr. Déjà, il y a un présupposé, un postulat de base, c'est que le cours du baril est très important et critique pour le président Trump en tant que futur candidat à l'élection présidentielle. Et pour l'électorat, mais pour l'électorat démocrate de base, le pouvoir d'achat est critique, au même titre que l'immigration, au même titre que ce type de sujet. Donc lui, déjà, aller sur ces plates-bandes où il risquerait d'y avoir une surenchère qui impacterait le pouvoir d'achat de ses concitoyens, là, il ferait, pour reprendre une terminologie américaine, un très gros step back, parce que là, c'est plutôt tout à fait la même histoire. Donc déjà, en partant de ce postulat qui est que cette thématique est critique pour le président Trump. Ce n'est pas une vision exotique, folklorique de ce qui se passe à l'autre bout de la planète, c'est très important pour lui. Et là se pose un triptyque de postulats. Le premier, c'est que quand il annonce 6 semaines de conflit, il sait de quoi il parle parce que 6 semaines, ça correspond à peu près au stock disponible et il se dit qu'en 6 semaines, ce sera réglé. Et tout ça dépend pour qui, le stock disponible, encore une fois. Mais encore une fois, c'est une logique très très centrée américaine et donc si c'est suffisant pour eux, a priori, ça devrait être bon pour tout le monde. Ouais. Donc soit c'est les 6 semaines, c'est pas une vue de l'esprit, c'est réellement 6 semaines, soit il part du principe que on va trouver des relais énergétiques différents, un mix différent, mais ça ne se fera pas tout de suite à court terme. Soit il partirait du principe que, petite politique de terre brûlée, ça va faire un peu de mal aux États-Unis, mais beaucoup, beaucoup plus de mal à l'Union européenne et à la Chine, potentiellement dans sa logique, et donc ce serait quelque part un mal pour un bien. Mais à ce stade, moi j'ai 2 idées centrales qui ressortent. Je ne peux pas comprendre, je ne peux pas concevoir que ce ne soit pas anticipé, parce que le b.a.-ba stratégique pour des gens aussi brillants militairement que les Américains, c'est de voir que le détroit d'Ormuz est entre Oman, les Émirats arabes unis et Iran, et que c'est une porte de sortie de l'énergie saoudienne, l'énergie qatari. C'est impossible que ça n'ait pas été anticipé. Là, à ce stade, il est question de gérer les conséquences à très court terme. S'il y a des surprimes d'assurance à appliquer, s'il y a des surcoûts à appliquer, il y aura des surestaries dans certains ports, etc. Mais le sous-jacent, je suis persuadé que la politique américaine a une logique, il y a une cohérence, ou alors on tomberait dans une autre théorie qui est que tout ceci a été un peu précipité pour des raisons qui nous échappent et que peut-être pas tout n'a été pesé. Les marchés financiers, Adil Hlimi, d'abord une lecture des réactions. Elles ont été assez prudentes au début et puis on a vu les marchés asiatiques puisque, comme l'a expliqué Albi Wasrine tout à l'heure, il y a un risque pour les économies asiatiques de manquer des produits pétroliers et gaziers. Et on le voit, ça a commencé par les bourses asiatiques, puis les bourses européennes ont suivi une lecture dans les réactions des marchés financiers. Alors, la lecture des marchés financiers est une lecture un peu bizarre. On n'arrive pas vraiment à voir le signal envoyé par les marchés parce qu'on a eu 3 types de réactions. Effectivement. Le premier jour, on a vu les marchés européens et asiatiques baisser un peu, mais c'était très contenu. Les marchés américains n'ont quasiment pas réagi à la nouvelle, comme s'il ne se passait rien, comme si les cours du pétrole, à la limite, on peut dire qu'ils ont des stocks, ils sont producteurs, donc ils sont moins impactés que les Européens. Mais en tout cas, la réaction américaine était très faible.
Deuxième jour, on a vu cette fois-ci, après la fermeture du détroit, les marchés asiatiques décrocher de manière très violente. On a un cas un peu caricatural, celui du marché coréen qui a perdu 10%, mais parce qu'il était sur des sommets extrêmement historiques. C'est un marché très technologique, les grosses boîtes qui tirent sont technologiques, donc c'est un marché qui avait doublé les derniers mois. C'est normal qu'ils réagissent comme ça. Et c'est qu'à partir de ce moment-là que les marchés ont commencé à baisser. L'Europe a baissé un peu, mais c'était pas non plus, on n'était pas dans une situation de crash. Les marchés n'intégraient pas, ne priceaient pas un choc pétrolier majeur. Jusqu'à présent, jusqu'au moment où on est en train de parler, les marchés n'intègrent pas cela. Ça rejoint un peu ce que vous disiez tout à l'heure. On a l'impression que les Américains vont avoir la capacité de garder le pétrole sous contrôle. On ne va pas trop s'éloigner des $85. Avec un niveau de prix actuel, ce n'est pas très grave. Donc, l'idée un peu jouée par les marchés actuellement, c'est ça, c'est que soit ça va être très passager, donc ça ne va pas se refléter dans les prix de l'inflation, soit la guerre va effectivement durer, mais les Américains vont être capables de mesurer les impacts, de mesurer le prix du pétrole qui n'aille pas trop haut. D'ailleurs, aujourd'hui, les marchés américains ont un tout petit peu commencé à réagir parce qu'on voit que le pétrole est en train d'aller titiller encore une fois les $85. Il ne veut pas baisser un peu, mais je pense que ça reste quand même des niveaux qui sont acceptables par les marchés. Les marchés ne regardent maintenant que le détroit. Dès qu'il va réouvrir, je suis sûr que les marchés vont reprendre. Et mais maintenant que le pétrole est à 85, si les Américains, à travers leurs actes, vous avez parlé tout à l'heure des actions de Donald Trump pour accompagner les navires, etc. Tout ça, on voit très bien que c'est du wording pour garder les prix du pétrole à ces niveaux-là. Parce que en pratique, ça risque d'être un peu compliqué quand même. Même si surtout accompagner les navires, ça va être très compliqué à faire. C'est exposer aussi l'armée américaine aux sous-marins et à la flotte et aux missiles à courte... Tout à fait. On voit bien qu'il y a des effets d'annonce là-dedans. Tout à fait. Mais s'il arrive à maintenir le pétrole autour de 85, les marchés vont bien réagir. On a eu aussi une réaction un peu démesurée au Maroc. J'allais vous interpeller. Le Masi qui perd près de 5%. Mais là, on a aussi des facteurs internes. Le marché marocain traversait une phase où on n'avait pas beaucoup de liquidité sur le marché. Ça fait 3-4 mois qu'on n'a pas de liquidité. C'est un autre sujet, mais on pourra y revenir. Et puis, les valorisations n'étaient pas très basses. En ce moment, le marché est un tout petit peu cher. Donc et avec le risque pétrolier, ça a provoqué un peu une panique lundi et mardi. Après, voilà, le marché il a repris un peu hier. Aujourd'hui, on a gagné un peu plus de 4%. Donc, on est en train de retrouver des niveaux un peu normaux. C'est normal que la bourse de Casablanca baisse. C'était un peu anormal de voir cette surréaction. Et là, on voit que le marché a encore corrigé ses excès, cette fois dans le bon sens. Alors, puisqu'on parle du Maroc, ce serait intéressant aussi qu'on reste au Maroc. Puis nous reviendrons bien sûr sur les impacts mondiaux de cette guerre au Moyen-Orient. Professeur Komat, on l'a vu, notre ministre de l'économie et des finances a fait une sortie médiatique à l'étranger pour rassurer les investisseurs, clairement. L'objectif est très clair, pour dire que tout va bien, que le Maroc est résilient face aux chocs externes. Comment ? En fait, sur le court terme, la question qui est posée pour le Maroc, c'est surtout la facture pétrolière. Bon, ça c'est le court terme parce qu'effectivement, on était dans une tendance favorable. Tout d'abord, il y a eu en 2024 une baisse de la facture pétrolière de plus de 5% et on était allé au début de cette année sur la même tendance parce que pratiquement, c'est vrai, on a budgétisé en fait le baril à $65 qui était à peu près le prix moyen qui était en vigueur. Aujourd'hui, on parle de 82, 83, 84 et les simulations ont montré que pratiquement, si on reste sur ces tarifs jusqu'à la fin de 2026, c'est pratiquement une facture de 20 milliards de dirhams de plus. Donc, c'est quand même très, très important. Alors, bien évidemment, ça, c'est la question, je dirais, à court terme. Mais, bien sûr, il va y avoir des ramifications sur les autres composantes de notre économie. Il faut rappeler que notre économie est une économie très ouverte sur l'international, aussi bien au niveau de l'import qu'au niveau de l'exportation. Alors bien sûr, l'effet va toucher d'autres pans en fait, de l'économie, notamment tout ce qui est exportation. Vous savez qu'aujourd'hui, ce qu'on appelle les métiers mondiaux du Maroc, avec l'industrie automobile, avec l'industrie aéronautique, qui dépendent
notamment en fait, du marché européen, du marché international. Si, bien sûr, ces effets auront, bien sûr, un impact sur la croissance, sur le taux d'inflation, cela, bien évidemment, va générer également des effets pour le Maroc. On pense bien sûr aux exportations, on pense également au transfert des Marocains à l'étranger. Bien sûr, s'il y a aujourd'hui une crise économique, certainement tout cela va toucher le Maroc. Mais le fait depuis quelques années, on a développé quand même une certaine résilience. Il faut rappeler que le Maroc il traverse en fait depuis 4-5 années une série de crises, de difficultés qui ont démontré que nous avons une capacité de résilience. Tout d'abord par la diversification dans notre économie. Donc ça c'est très important. Le Maroc n'est pas un pays qui dépend d'un seul secteur ou de deux secteurs. Il y a une diversification avec de la compensation. Nous avons également une diversification au niveau de nos marchés. Ça c'est également très, très important. Et puis, bien sûr, nous avons en fait une marge de manœuvre en ce qui concerne les équilibres macroéconomiques. C'est vrai qu'il y a 3-4 années, on était dans des taux d'inflation élevés, on était dans un déficit budgétaire qui était au-delà de 5%. Et il faut dire que, bon, c'est un avantage, mais il faut capitaliser, non pas, je dirais, faire en sorte qu'on revienne à des situations de déséquilibre macroéconomique. Bon, maintenant, on parle de l'inflation, on parle du budget. Est-ce qu'on va pouvoir rester dans ce qui est prévu? Bon, ce qui est prévu, c'est 3%. La compensation, par exemple, là également, il y a une baisse énorme. On a enregistré, cette année, on a prévu 13 milliards de dirhams. Si demain, il va falloir soutenir, par exemple, le transport, donc la question va se poser à très court terme, parce qu'il faut le rappeler. C'est-à-dire, est-ce qu'on peut absorber un pétrole durablement élevé, un prix du baril durablement élevé? En fait, la question, ça a été posée, c'est la durabilité de cette crise. Si maintenant on est sur 4 à 6 semaines, bon, on va tenir le coup. Maintenant, si ça va dépasser cette échéance, tout d'abord, bien sûr, la question pétrolière va rester, mais il va y avoir des ramifications sur d'autres pans de l'économie. Il ne s'agira pas seulement en fait, de la facture pétrolière, mais il va y avoir de l'inflation sur des matières premières. En fait. C'est cette inflation qui s'est installée, qui s'est enracinée dans notre économie, à cause de la hausse des produits énergétiques. Pardon, il y a le Covid, il y a surtout la guerre en Ukraine, je corrige. C'est surtout la guerre en Ukraine qui a fait que cette ramification que vous citiez à l'instant, elle n'était pas passagère, elle s'est installée. En fait, il s'est installé pendant une période, mais maintenant, on ne souffre plus d'inflation. Il faut dire que nous sommes revenus à des taux d'inflation de 1,3%, donc ce qui est prévu pour cette année. Il faut dire qu'on est quand même revenu à des taux normaux. Bon, il faut dire que l'inflation, c'est essentiellement de l'inflation importée, ce qu'on appelle l'inflation importée, parce que c'est une inflation qui n'est pas intrinsèque, qui n'est pas liée à des déséquilibres financiers et économiques nationaux, mais qui viennent... Elle est un peu liée à des déséquilibres d'une autre nature, plutôt bon, mais essentiellement importée. Il le sera, bien interne. sûr, le pétrole. Il va, et surtout, maintenant, le gouvernement il sera interpellé à prendre un certain nombre de mesures. Certainement, il va le faire dans les prochains jours en fonction de la durabilité de cette crise. Lorsque je parle des mesures, c'est essentiellement et en premier lieu le transport. Parce que le transport a un effet d'impact les autres activités. Si aujourd'hui il y a un renchérissement du transport, ça va rejaillir sur le transport des marchandises, des produits alimentaires, etc. Et donc, bien sûr, la question elle est posée, mais surtout, il faut attendre quelques jours. Si, en fait, on voit que c'est une crise qui, soit politiquement, soit militairement, on va entrevoir des solutions, peut-être que les choses n'atteindraient pas des grandeurs de déséquilibre financier et économique. Si maintenant on est dans une crise qui va durer plusieurs mois, certainement, à la différence on a beaucoup parlé de la crise de la guerre Russie-Ukraine qui s'est installée, mais là nous sommes sur une zone, sur une région qui a une stratégie vraiment très sensible. On est dans la zone pétrolière la plus importante du monde, on est dans des flux commerciaux entre l'Asie, l'Europe et l'Afrique, on est vraiment dans la véritable géostratégie. On est dans une région qui est très sensible et c'est pour ça que l'impact il est immédiat. On a vécu des crises, on a vécu des guerres, mais ça nous rappelle un peu peut-être les guerres des années de 73, là où il y a eu le pétrole qui a pratiquement quadruplé. Donc c'est vraiment très Mais là, pour sensible. le coup, les pays du Golfe, c'était leur décision. Enfin, oui, effectivement. Alors maintenant, c'est la durée. C'est la durée qui est déterminante. Alors c'est la durée, et qui dit durée, au-delà du prix, c'est nos stocks.
là, l'Arabie Wasrine, il faudrait quand même nous expliquer si on peut tenir, si nous avons les stocks nécessaires, le cas échéant, les alternatives, que ce soit pour le gaz qatari, que ce soit pour le pétrole importé aussi de ces pays. Est-ce qu'on est concerné au Maroc par la fermeture de ce détroit d'Ormuz? Oui, bien sûr qu'on est concerné. Et d'autant plus concerné qu'il y a, vous vous rappelez tous, il y a 2 ou 3 semaines, on a vécu un grand problème d'approvisionnement, une psychose, mais qui était justifiée parce que sur certaines régions du Maroc, certaines stations-service effectivement qui étaient en contact avec le consommateur marocain étaient à sec sur certains produits pétroliers, vu, d'après ce qui a été annoncé, les conditions climatiques. Mais les conditions climatiques ne sont pas les seules, effectivement, à incriminer ce facteur. Le facteur, c'est notamment sur le stock, on a expliqué ça, à mon avis, clairement, dans des précédentes émissions. Maintenant, sur la situation actuelle, il est important de signaler que même la situation qui valait encore 3 semaines sur la tension qui existe sur le stock est toujours là, parce qu'on n'a pas encore atteint le niveau qui était requis de 60 jours sur les principaux produits pétroliers. Quand je dis les principaux, les 5 produits qui sont suivis de près, le gasoil, en l'occurrence le gasoil, le super pour le transport, le fioul pour l'industrie, le jet pour l'aviation, et puis les gaz, que ce soit butane ou propane pour l'usage domestique des ménages. Donc on n'a pas encore pu compenser tout le retard accumulé de renouvellement décembre et janvier pour pouvoir remplir nos stocks. Donc on est encore sous tension. Ça, c'est le premier facteur. Deuxième facteur, c'est les prix, effectivement, qui ont augmenté. Et puis une offre sur le marché international qui se fait de plus en plus rare parce que vous avez quand même 20 millions de barils de jour qui vont disparaître. C'est vrai, le processus d'acheminement depuis les puits de pétrole avec le transport jusqu'à la raffinerie, ça prend aux alentours de 3 à 4 semaines au départ, départ puis jusqu'à la raffinerie, puis encore un temps pour le raffinage. Donc, ça nous donne que 10 jours. Donc, aux alentours de 120 000 barils jour qui manquent sur le marché international. Plus la durée, effectivement, va augmenter, plus ce manque sur la chaîne globale va augmenter. Donc, on a des pressions sur l'offre, que ce soit en produits bruts, que ce soit en produits raffinés. Là, raffiné, il y a une idée. Si le brut a augmenté de 13%, certains dérivés de pétrole, notamment le diesel qui est largement utilisé au Maroc, a augmenté de 17 à 18%. Et déjà, pour la prochaine quinzaine, il faut s'attendre à une augmentation du prix à la pompe aux alentours de 1,7 dirham. Ça, c'est pas un scoop, mais ça, c'est le temps des marchés. C'est-à-dire que les prochains pétroliers seront obligés d'augmenter leur prix aux alentours de 1,7 dirham à la pompe, ce qui est quand même important. À partir de quand, parce qu'on a mal entendu un problème de son, c'est à partir de quand qu'il faudra s'attendre à la hausse à la pompe, l'Arabie Wasrine? À partir de quelle date? Oui, la deuxième quinzaine de mars, à partir du 16 mars. À partir du 16 mars. Parce que les prix évoluent chaque quinzaine. Et d'après la situation, les prix aujourd'hui, avec cette hausse, comme je viens d'expliquer qu'il y a eu une hausse de 17% sur le diesel, donc il faut s'attendre plus ou moins à si la tendance continue, aux alentours de 17%, les prix aujourd'hui sont à 10,80 dirhams sur les stations-service, donc on va franchir la barre des 12,30, 12,40. Et encore, si ces tensions continuent d'exister, la facture est encore très, très importante. Ça, sur la partie liquide. Un autre point important, c'est sur le GNL. Oui. La production électrique marocaine utilise le GNL à hauteur de 10% sur la production globale. C'est-à-dire que sur notre électricité, 10% proviennent de la production à partir du GNL, notamment les centrales de Dahdat et Ain Batrab. Il y a effectivement, avec cet envolé du GNL, malheureusement, notre facture pour l'électricité va encore s'alourdir
Et malheureusement, les déficits de l'ONU vont encore s'aggraver parce que, étant donné que le prix de vente est fixé et figé, le prix de revient va augmenter, donc ça va encore alourdir les déséquilibres de l'Office national d'électricité et d'eau potable. Donc c'est un autre facteur qui est important. Sur le jet également, sur l'aviation civile, mais là c'est tout le monde concerné. Également, il faut dire que le jet aujourd'hui sur l'aviation civile, c'est le poste qui compte le plus sur le prix de revient. Donc, c'est le poste le plus important en termes de fonctionnement des transporteurs aériens. On va augmenter et bien sûr, il y aura toute la partie chaîne touristique transport aérien qui va être impacté. Le fioul également pour l'industrie. Et je vois l'idée qui est passée tout à l'heure sur la partie transport, mais il n'est pas seulement le transport terrestre qui joue. Il y a d'autres facteurs que je viens de citer, mais également le fioul qui est utilisé sur la partie industrielle pour les unités industrielles. Oui. Chaque dollar qui augmente, il est répercuté de la même manière sur nos usines. Donc, c'est un coût de revient qui va augmenter parce qu'il va impacter le coût de revient de production sur nos unités de production. Voilà, donc toute la chaîne, tous les industries, tous les parties de l'économie où l'énergie est un facteur d'entrée vont être impactés sur leur prix de revient et bien sûr sur le prix qui sera appliqué et facturé à la clientèle là derrière. Et tous les signaux pointent vers encore un épisode d'inflation. Est-ce que les entreprises marocaines sont résilientes? Comme a tout à l'heure parlé de la résilience de l'économie marocaine grâce à sa diversification. Est-ce que les entreprises marocaines peuvent absorber ce choc, sont suffisamment préparées à un environnement géopolitique aussi incertain? Hicham Ben Saïd Alaoui. En fait, tout dépend d'une capacité de réimpactage ou de réimpact des prix sur le consommateur final. Si on part du principe, c'est un fait que 93% des entreprises marocaines sont des TPME, donc soumises à la loi 596 sur la SARL, par exemple, avec pas d'obligation de capital social minimal et des contraintes plutôt assouplies et flexibilisées pour permettre l'entrepreneuriat au détriment parfois de l'emploi, c'est-à-dire on va favoriser la création d'entreprises si on estime que le taux de chômage est relativement important, c'est un débat qui s'entend très largement. Les entreprises ne sont pas forcément dotées en fonds propres, ne sont pas forcément dotées en politique de continuité d'activité, ne sont pas forcément dotées en poursuite d'activité dans un contexte de crise ou en transmission d'entreprise, si vous avez le décès ou en question de transmission d'entreprise. Donc, gestion de crise, je dirais que ce n'est pas forcément le fort de la plupart des entreprises marocaines de ces tailles-là, c'est-à-dire celles qui ont un capital de 10 000 dirhams, de 100 000 dirhams, de 200 000 dirhams. Forcément, si vous avez une perturbation internationale, ce n'est pas forcément avec 300 000 dirhams de capital social que vous pourrez faire face à des débats majeurs à l'international. En revanche, j'aimerais revenir à un débat très intéressant évoqué par le professeur Weshkin pour dire, moi, très modestement, pour moi, je fais une petite stratification en 3 types de débats. Il y a des débats économiques que je comprends très bien, des débats économiques que je comprends moyennement, mais plutôt correctement, et des débats économiques que je ne comprendrai pas du tout. Les débats que je comprends aisément, c'est si le jet coûte plus cher, le kérosène coûte plus cher, un billet Casa-Paris va avoir 30% d'augmentation, fair enough, c'est normal, parce qu'il y a un carburant qui est utilisé. Les débats que je comprends moyennement, mais tout à fait correctement, qu'il y ait une hausse à la pompe aussi rapide au niveau des pétroliers, qui sont supposés avoir des stocks, pas très chers, si on fait une pondération des prix du stock. Je comprends l'augmentation, je comprends bien entendu qu'il y ait ce contexte, mais peut-être que la hausse pourrait être un peu plus lissée si on avait des stocks acquis moins chers, plus importants par le passé. Est-ce qu'on a une idée sur les stocks dont nous disposons aujourd'hui? Est-ce qu'on a un chiffre, l'Arbi Wasrine? Je vous redonne la parole juste après, mais il nous manque ce chiffre. Merci de nous l'avoir rappelé, Hicham Ben Saïd Alaoui. Est-ce qu'on sait de quel volume dispose aujourd'hui le Royaume du Maroc en termes de produits pétroliers? Il y a un mutisme total, Khadija, sur ce point. Depuis le dernier communiqué, si vous vous rappelez, du mois dernier du ministère pour dire qu'il suit la situation de près, qu'il n'y a pas de raison de s'inquiéter et que les stocks sont assurés, malheureusement, on n'a aucun chiffre. Mais les contacts avec les remontées du marché, on sait très bien que les stocks sont très bas. On dépasse rarement les 30 jours, alors qu'on était censé avoir 60 jours. Sur certains produits, le jet, on était descendu à des niveaux très bas, aux alentours de 10-15 jours. Alors, on a été même obligé d'annoncer une compagnie aérienne pour leur dire qu'il y a risque de ne pas être capable de s'approvisionner sur le marché marocain. Donc ça montre des risques réels. Mais aujourd'hui, un chiffre sur 30 jours, 20 jours, personne ne peut aujourd'hui vous le dire. Merci. Parce que
la consolidation des chiffres officiels n'est pas là, il n'est pas faite. Je pense, par crainte d'attiser l'inquiétude du consommateur qui va découvrir les vrais chiffres, effectivement, qui sont très bas, à mon avis. Voilà, vous avez votre réponse. Donc, merci professeur. Donc on peut gloser effectivement pourquoi les stocks hypothétiquement seraient aussi bas, mais toujours est-il qu'économiquement, si vous faites une pondération avec des stocks bas acquis moins cher que les stocks d'aujourd'hui, s'il y a une hausse de 17%, ça ne choquerait pas grand monde. Donc ça fait partie des débats que je comprends moyennement, aisément. En revanche, les débats que je ne comprendrai absolument pas, c'est certains secteurs qui ont parfois des coûts logistiques qui pèsent parfois 10% du prix de revient. Et donc s'il y a une inflation de 20% sur 10% des prix de revient, qu'on me dise, bon, il y a une inflation ponctuelle de 2% parce que j'ai 10% de mon coût de revient qui coûte 20% plus cher. Mais qu'on vienne m'expliquer que parce qu'il y a un problème au détroit d'Ormuz, certains produits qui sont très décorrélés de ce qu'on est en train de dire, qui vont prendre 15%, là on me perd. Là honnêtement, je ne comprendrais pas trop. Mais du coup, ça veut dire qu'il y a un problème. Et le problème n'est pas d'ordre ni géopolitique, ni énergétique, mais il est purement dans les pratiques commerciales dans le pays. Par exemple, dans certaines pratiques. A vécu cela, que ce soit après la période Covid que j'ai évoquée tout à l'heure, mais surtout après la guerre en Ukraine. Et c'est même devenu un slogan. C'est-à-dire, dès que vous parliez à n'importe quel commerçant, j'ai envie de dire n'importe quel commerçant de n'importe quelle commodité, on vous sortait le fameux « il y a la guerre en Ukraine ». Ouais, c'est ce qui serait un petit peu trop facile. Et c'est là, je salue par exemple la sortie du ministre Riyad Mansour, qui avait eu des mots très forts. Laquelle, parce que la dernière, elle a suscité beaucoup de débats. Celle d'avant, après les inondations, oui, où il avait appelé à la moralité de certains commerçants, pour dire c'est pas parce qu'il y a une situation de crise qu'on va en profiter et placer n'importe quel prix. Et donc là, honnêtement, je ne suis personne, mais j'en appellerai également à la moralité de certains commerçants qui sont très décorrélés en termes de coût de revient de ce qui se passe et qu'ils peuvent arguer du fait que, par exemple, ces perturbations logistiques font qu'il y a de la rareté au niveau du supply chain, des circuits d'approvisionnement sont brisés. C'est possible, des débats audibles. Mais il faut que les débats audibles restent cantonnés dans un certain spectre, mais qu'on ne vienne surtout pas nous expliquer qu'il y aura une inflation de 20% dans certains secteurs, là où l'impact maximal devrait être de 3 à 4%, et encore de manière ponctuelle, le temps que ça stabilise. Adil Halimi. Alors moi, je voudrais aussi réagir à l'inflation et surtout à cette comparaison de l'inflation avec 2022, parce que pour le moment, on est encore très loin de la situation de 2022. Je rappelle qu'en 2022, le pétrole avait touché les $100 et on est resté là pendant 2-3 mois, ce qui était beaucoup. Là, on n'y est pas encore. Deuxièmement, cette transmission des prix du pétrole dans les chiffres de l'inflation constatés par le HCP, utilisé par Banque El Maghreb, etc., ça prend du temps normalement. Ce qu'on avait vu en 2022, c'est qu'on est resté autour de $100 pendant 2-3 mois, et c'est qu'après cette période-là qu'on a commencé à voir des chiffres de l'inflation qui commençaient à apparaître élevés. Là, actuellement, on a une inflation annuelle qui est négative depuis 3 mois. L'impact d'un pétrole à 85 va être quand même assez limité, donc ça devrait nous ramener vers une inflation dans 2 mois autour de 2%, ce qui ne serait pas théoriquement problématique. Là où on va avoir un vrai problème, c'est sur ces anticipations d'inflation, ces secteurs comme dans beaucoup de services qui vont se mettre à augmenter les prix alors qu'il n'y a pas de justification pour augmenter les prix. Et ça, ces anticipations d'inflation, je pense que Banque El Maghreb aura aussi un rôle pour les mater, etc. Donc il y a un sujet de politique monétaire. C'est le rôle de Banque El Maghreb de mater ces pratiques ou c'est le rôle du département du commerce? Alors, en fait, c'est le rôle de personne. Il faut une moralisation parce qu'il y a une partie... Est-ce que le business connaît la moralisation? Hicham essayait de l'évoquer tout à l'heure, mais on sait, je veux dire... Il y a une partie de spéculation. Business, et je ne pense pas que la morale ait beaucoup de place dans les pratiques les prix sont du business. Constitutionnellement, à part certains secteurs. Oui, nous sommes dans un marché libéral. Il y a une partie de spéculation. Les gens spéculent, profitent de la situation pour augmenter les prix. Là, c'est de la spéculation. Il y a aussi des effets d'anticipation qu'on peut comprendre ou pas. C'est-à-dire que quelqu'un voit typiquement les pétroliers et se disent les prix d'achat vont augmenter. C'est vrai que mon coût moyen pondéré est bas, mais si je ne répercute pas tout de suite, c'est ma marge qui va absorber cette hausse des prix à court terme. Alors, il va perdre un peu sur ses marges, donc il va se mettre à anticiper et à augmenter, etc., et réagir. Mais aujourd'hui, légalement, on ne peut pas intervenir pour demander à tel ou tel secteur de stopper les prix. Et on a vu qu'à chaque fois que le gouvernement est intervenu pour subventionner, on l'a vu dans les transports, etc., d'un point de vue macro, on voit les effets, mais le citoyen, lui, ne les perçoit pas. Donc, je ne pense pas qu'une intervention publique
réglera ce problème. Donc on doit arrêter de se projeter dans 2022 parce que justement, c'est une fenêtre pour ces gens-là qui ne sont pas très moraux dans leurs exercices, de commencer dès demain à augmenter les prix en se disant ça va ressembler à 2022, donc il faut le faire maintenant. Donc il faut faire très attention, on est encore loin de la situation de 2022 et une hausse des prix à court terme, là maintenant, n'est absolument pas justifiée. Professeur Komat, hausse des prix qui n'est pas justifiée. Certes, vous avez parlé tout à l'heure des exportations, quels sont les autres pans de l'économie marocaine qui pourraient pâtir de cette crise au Moyen-Orient? Est-ce qu'il y a des opportunités aussi? Parce que dans chaque crise, il y a une opportunité. Alors, en ce qui concerne les autres secteurs, ça peut être par exemple le tourisme. Vous savez qu'une période de turbulence, bien sûr, il va y avoir un impact sur l'économique, sur le pouvoir d'achat, qui va certainement limiter les mouvements à travers le monde, mais également, bien évidemment, la question sécuritaire, la question en fait, de la prudence en termes de mobilité. Aujourd'hui, le Maroc est un élan très positif en matière de tourisme. On a pratiquement atteint les 20 millions de touristes. Donc, nous sommes sur une dynamique. Donc, notre espoir, c'est de continuer cette dynamique. Il se trouve que ce genre de difficultés risque d'atténuer cet élan. Donc, ça peut être un des secteurs. Comme j'ai dit tout à l'heure, ça dépend de la durée de cette crise. Si maintenant, si c'est quelques jours, on ne sentira pas l'effet, mais maintenant, si ça dure des mois, certainement, ça va avoir un impact sur d'autres secteurs. Bien sûr, on peut évoquer tout ce qui est en fait secteur mondialisé un peu de notre économie. J'ai évoqué l'automobile, l'aéronautique, mais également tout ce qui est industrie électrique, électronique, également l'agroalimentaire. Également, c'est des secteurs qui sont très imbriqués, très en relation avec le monde extérieur. Alors, en ce qui concerne les opportunités, oui, il se pourrait qu'il y ait des opportunités, notamment au niveau des routes maritimes. Alors ça, on l'a vécu également dans le passé, c'est que si aujourd'hui il y a de nouvelles trajectoires au niveau du commerce international, si on change la trajectoire... Vous pensez que cette crise pourrait accélérer la recomposition des routes maritimes? Oui, maintenant, bien sûr, il y a l'alternative de contourner le Hormuz pour passer par l'Afrique, par le sud de l'Afrique. Et bien évidemment, mais ça coûte plus cher. Ça coûte en fait plus cher, c'est une dizaine de jours de plus, et c'est 7000 km qu'il faut parcourir. Et donc bien sûr, si on n'a pas le choix, donc il n'y aura pas d'autre alternative, on va devoir le faire. Si on le fait, bien sûr, le Maroc se trouvera sur cette trajectoire. Donc ça peut être une opportunité de dynamiser un peu la position du Maroc sur les routes maritimes. Et également, en fait, la question qui est posée, c'est cette dépendance de l'énergie fossile, également qui est posée. Et peut-être le débat va s'accélérer sur les alternatives en matière énergétique. Et là, le Maroc, il y a l'offre. L'offre offshoring du Maroc, c'est que le Maroc a un potentiel qui est parmi les pays qui ont un potentiel, je dirais, assez avéré sur ce plan-là. Donc, il y a tout un plan d'attrait d'investissement international. Donc là également, ça peut stimuler l'intérêt pour le Maroc à une plateforme de l'énergie renouvelable. Donc ça pourrait être une opportunité en termes d'investissement, de positionnement sur la nouvelle configuration énergétique. Donc ça pourrait être une opportunité. Alors bien sûr, le Maroc, il faut dire qu'il y a une certaine relativité au niveau de l'impact de ces turbulences. Le Maroc reste quand même un pays stable, un pays épargné un peu de cette région qui est une région très fragile. Donc ça peut être également une alternative en matière d'investissement sur des secteurs porteurs. Donc il faut dire qu'on n'espère pas que cette guerre continue longtemps, parce que bien sûr il y a en fait un équilibrage à faire entre les opportunités et les menaces. Il faut dire que le Maroc, de par sa position, il a toujours été anti-guerre, il a été toujours pour la paix, mais ça n'empêche que sur le plan économique, bien sûr, il y a le pour et le contre, mais toujours est-il, les menaces restent quand même pesantes si la guerre continue, parce que, comme on a dit, l'effet immédiat, c'est une facture énergétique, mais en fait, à très court terme, ça peut se transformer en une crise économique avec un impact multisectoriel. La crise, aujourd'hui, elle est certes militaire. Vous avez parlé, justement, il y a des pays qui n'ont pas été épargnés, et il y a eu jusqu'à plus de 1100 attaques de drones sur les Émirats arabes unis seuls.
quel est l'impact sur ces pays du Golfe aussi, sur ces destinations de l'investissement, ces hubs financiers, que ce soit pour Dubaï, Doha, comment cela risque d'impacter ces pays-là qui restent aussi des partenaires frères du Royaume du Maroc. En fait, peut-être sur cet aspect-là, juste en 2 phrases, Oui. c'est en fait, le fait de toucher ces régions, à mon avis, au-delà de l'aspect militaire, c'est essentiellement un aspect économique. Oui. Parce que peut-être c'est une manière d'exercer une pression, pas seulement sur les États-Unis, mais sur le monde entier. Parce qu'on a commencé à ressentir justement les effets de cette guerre à travers l'effet économique. Même les pays qui sont loin de ces régions commencent à être concernés. Et donc c'est une manière d'exercer une pression économique, justement, aussi bien sur les États-Unis, parce qu'il y a des échéances, notamment électorales, et puis l'Américain, il est touché par son pouvoir d'achat, par le renchérissement des produits énergétiques. Et bien sûr, il y a cette région qui est sensible, qui sont les pays du Golfe, qui est la terre de l'investissement, qui est une terre, je dirais, qui est placée sur un plan... Il y a beaucoup de capitaux américains qui se comptent en plusieurs dizaines de milliards de dollars. Je dirais qu'au-delà de l'effet aussi. militaire, c'est de toucher des bases militaires américaines, c'est à travers, justement, ces opérations-là, c'est d'exercer une pression économique et peut-être pour l'Iran, cette pression économique pourrait peut-être pousser à arrêter ou à trouver des solutions politiques. Hicham Ben Saïd Alaoui, au-delà de cette pression sur l'impact de cette guerre directement sur ces économies des pays du Golfe? Moi, je dirais une certaine remise en question. Il y aura des impacts positifs et négatifs. Parce que, étant producteur de produits énergétiques au sens large, s'il y a une hausse des prix, on ne le dit pas assez, ils devraient en profiter, mécaniquement. Ils ont augmenté leur production, pour ne citer que l'exemple de l'Arabie Saoudite. Donc, facialement, vous aurez forcément du positif. À chaque chose, malheur est bon. En revanche, négativement, je verrai 2 impacts négatifs à très court terme. Disons qu'il y a un triptyque de notoriété spontanée du tourisme, ça a été évoqué par le professeur, pour beaucoup de pays d'origine de touristes, notamment par exemple la France ou l'Union européenne. Vous avez le triptyque Pattaya, Dubaï, Marrakech. Il devrait y avoir à très court terme moins de Dubaï, plus potentiellement de Marrakech, plus de Tanger. Donc ne serait-ce qu'à très court terme, je ne vais pas faire le profiteur d'une situation un petit peu compliquée, mais je pense que touristiquement, on devrait peut-être en profiter mécaniquement. Sur les aspects moins positifs pour nos amis et frères émiratis, et également saoudiens, ils avaient beaucoup communiqué, il y a encore quelques années, sur leur avancée en termes d'IA, d'intelligence artificielle. Alors qu'ils aient quelque peu pas perdu la guerre de l'IA, mais qui soit aussi impacté avec des drones, avec pas forcément de capacité de réaction à très court terme, alors qu'ils avaient beaucoup communiqué dessus, ça c'est peut-être une sorte de remise en question. On a organisé des salons internationaux, mondiaux, vous avez leurs excellences Mohamed Ben Salman, Mohamed Ben Zayed qui avaient beaucoup communiqué sur ça. Et là, en stress test avec grandeur nature, lorsque vous avez des attaques de drones, peut-être que la technologie, qui est forcément perfectible, ce sera également l'occasion d'aller plus en amont pour la développer davantage. Et 4e sujet qui est lié, et j'inclurai dedans même l'Espagne, parce que l'Espagne n'est pas forcément en odeur de sainteté avec les Américains. Et l'Espagne, c'est le premier partenaire économique du Maroc. Donc potentiellement, ça peut être une opportunité, comme ça peut être une menace. Si vous avez un de vos principaux fournisseurs et clients qui traverse une situation économique un peu complexe à venir, ça peut également induire une zone de flottaison. Mais pour en revenir rapidement sur nos amis et frères saoudiens et émiratis, également parfois une certaine propension à investir dans certaines économies, par exemple l'économie marocaine, une propension à octroyer des dons, des subventions. Peut-être, dans le contexte actuel, ça pourrait se resserrer. Et pour certaines économies, ce n'est pas neutre. Ça peut être une variable d'ajustement d'un déficit budgétaire, parfois dans certains pays. Et donc, il devrait y avoir du plus et du moins. Et je pense qu'on va compter peut-être un petit peu les sujets dans quelques semaines. Dans quelques semaines, et dans quelques heures même, hein, ça bouge tellement vite. Adil Hlimi, un mot de la fin sur l'impact sur ces économies et peut-être par ricochet sur le Maroc. Je rejoins un peu ce qui a été dit. Maintenant, il faut savoir et rappeler que ces économies actuellement n'ont pas toutes le même degré de santé. Par exemple, l'Arabie Saoudite, on voit que l'économie bat un peu de l'aile, un peu comme en Chine. Aux Émirats, ça se passe un peu mieux. Au Qatar, ça se passe un peu mieux. Donc, économiquement et en termes de budget, pas tout le monde va absorber le choc de la même manière. Après, il y a la rente pétrolière qui va faire que, quand même, à moyen terme, ils vont pouvoir s'en sortir. Et je rejoins parfaitement ce qui a été dit, c'est que le Maroc a une carte à jouer là-dessus.
aussi sur les flux maritimes, mais également sur la partie tourisme. Je vois mal comment le tourisme dans la région, notamment à Dubaï, pourrait reprendre à court terme, même si effectivement la guerre se termine tout de suite. Je pense qu'il y aura quand même un temps de latence du tourisme qui a, on le sait, le tourisme est un secteur qui a relativement peur de ce type d'événement. Donc voilà, il y a une redistribution des cartes, oui, et pas tout le monde va absorber le choc de la même manière. Je pense que l'économie saoudienne va garder des séquelles un peu plus longtemps que le reste. Et comment nos milieux économiques perçoivent-ils cette... vous êtes en contact direct avec cette sphère économique. Comment l'opinion des décideurs économiques est aujourd'hui? Comment est le moral des chefs d'entreprise? Alors, il ne faut pas se cacher, le moral est plutôt bas. On est au tout début, c'est la toute première semaine de la guerre. On ne sait pas combien ça va durer, on ne sait pas quelle ampleur elle pourrait prendre. Donc, il y a beaucoup de questionnements. Il y a beaucoup de retours aux fondamentaux, c'est-à-dire qu'on est tout de suite en train de regarder les budgets superflus. On le voit aussi dans les comportements sur le marché financier, c'est-à-dire qu'on est en train de revenir vers tout ce qui est solide, de qualité, etc. Donc, il y a une crispation. Qu'est-ce qui est solide et de qualité? Les titres qui sont solides, les actifs qui sont solides, etc. Donc, on est en train de revenir vers ce type d'actifs et on sent que le moral est... disons qu'il y a une extrême prudence qui est justifiée. Et qui va dépendre encore une fois pour nous, pour notre économie marocaine et pour nos décideurs, directement des prix du pétrole qui eux-mêmes dépendent du fameux détroit d'Ormuz. Donc tout le monde va garder les yeux rivés sur ce fameux détroit et sur les cours. J'espère qu'on n'ira pas plus haut que les niveaux actuels et que cette guerre va être courte et sans gros dégâts humains et matériels. Ça me permet très rapidement, dans l'autre son de cloche que j'entends chez beaucoup d'amis dirigeants qui nous disent... J'en parlais à quelqu'un, il me disait, écoute Hicham, depuis quelques années, on a eu Covid, on a eu la guerre en Ukraine, on a eu le séisme de Haouz, et alhamdoulilah, l'État fait bien les choses. Les fondamentaux sont là. Donc il y a également beaucoup de sons de cloche qui sont plutôt rassurés. Ils disaient, grandeur nature, on n'a pas forcément de soucis à se faire, les choses sont gérées. Surtout qu'on a une bonne année agricole. Une bonne année. Donc économiquement, alhamdoulilah, on a de quoi voir venir. En fait, le seul risque qu'on peut avoir est un risque inflationniste. S'il est contenu, tout va bien. Merci, il y a messieurs. un conseil d'administration, je crois, de Banque Le Maghreb imminent. Oui. Donc on va attendre, on verra, on va observer. Il doit revoir. Certainement, il va y avoir un rapport et puis... le rapport sur les prévisions et sur les projections vont être revus certainement, ces chiffres avec ce qui se passe au Moyen-Orient. Voilà, nous aurions aimé continuer cette discussion. Malheureusement, le temps de cette émission touche à sa fin. Merci Hicham Saïd Alaoui. Merci ici à Abdelatif Koumat. Merci à vous également, Adil Halimi. Et mes remerciements vont aussi à Sil Arbi Ouasrine. Merci d'avoir été avec nous. Merci Khadija. Marhaba. C'est la fin donc de cet épisode de Questions d'actu. Merci de nous avoir suivis et très bon ftour à tous.